Pourquoi est-ce que l'Afrique est pauvre? Le continent ayant le plus de ressources naturelles se retrouve quand même être celui dans lequel il y a le plus grand niveau de pauvreté. Comment expliquer cette absurdité? C'est une très grosse question qui a été posée dans les commentaires de la vidéo d'hier. Et comme promis, je vais essayer d'y répondre aujourd'hui. J'ai choisi cette question parce que je pense qu'elle regroupe en elle plusieurs autres questions qui ont été posées. Et donc, en abordant cette question-là, on va apporter des réponses à d'autres questions subsidiaires. Alors, c'est une question super importante parce qu'un homme qui ne connaît pas son histoire est un homme qui est complètement perdu. On a souvent cette tendance à dire que les Africains, malheureusement, ne connaissent pas leur histoire. Donc, on va forcément parler d'histoire pour répondre à cette question parce qu'à mon avis, il y a deux types de raisons qui le justifient. Il y a des raisons historiques qui justifient la pauvreté de l'Afrique et on va en parler. Et puis, il y a des raisons que j'appelle moi des raisons contemporaines. Donc, on va voir dans les deux cas d'où peut provenir cette pauvreté-là. Le souci que j'ai souvent avec certaines personnes, c'est que beaucoup de personnes limitent la pauvreté de l'Afrique, soit à des raisons historiques, et pensent que l'Afrique est pauvre uniquement à cause de ce qui s'est passé dans le passé, ou alors, l'autre catégorie, uniquement à ce qui se passe aujourd'hui, et décorrèlent complètement de ce qui s'est passé dans le passé. Moi, je pense que c'est l'ensemble des deux. Et justement, si on veut trouver des solutions, comme je vais vous en proposer à la fin de cette vidéo, il faut bien comprendre les deux aspects pour trouver des solutions qui vont être efficaces. Si tu veux juste résoudre le problème en pensant aux problématiques actuelles, tu ne traiteras pas le problème dans le fond. Et si tu veux juste résoudre le problème en pensant à l'Afrique ancienne, sans tenir compte des réalités actuelles, tu seras déconnecté. Et ça, c'est le problème que je constate chez beaucoup de gens sur le net. Ils font l'apologie de l'un au détriment de l'autre, alors qu'il faut trouver un équilibre entre les deux. Donc du coup, voilà, on va entrer dans cette vidéo. Donc forcément, tu l'as bien compris, elle ne va pas plaire à tout le monde. Beaucoup de gens ne seront pas forcément tout le temps d'accord. Et ça, c'est bien. Il faut que l'on puisse avoir des plateformes sur lesquelles on s'exprime et dans lesquelles on peut discuter. Ceci est intimement lié à cette chaîne parce qu'ici on parle d'entrepreneuriat et d'investissement. Et donc tout entrepreneur consciencieux doit comprendre ces enjeux-là. On ne peut pas parler de business sans comprendre pourquoi en tant qu'Africain on doit faire du business, pourquoi en tant que Noir on doit gagner davantage d'argent. Les raisons sont bien évidemment profondément dans certains cas anthropologiques. Alors, pour pouvoir donc entrer dans cette thématique-là, je disais, on va pouvoir regarder les raisons historiques et les raisons actuelles. Alors, si tu es nouveau ici d'ailleurs, je t'invite à t'abonner tout de suite parce que dans cette chaîne, on parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels les Africains doivent s'appuyer pour faire émerger leur continent. Donc, si tu veux faire partie de cette belle aventure, tu as deux choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications, la petite cloche pour être informé de l'apparition de nos nouvelles vidéos. Et puis, la deuxième, va dans la barre de description, clique sur le lien pour recevoir le petit livret que j'ai écrit qui s'appelle 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. Je te l'offre gratuitement et il va te permettre de te bâtir un bon mindset. J'ai remarqué depuis quelques temps que YouTube recommence encore à déconner sur ma chaîne. Beaucoup de personnes qui sont abonnées à cette chaîne ne sont jamais notifiées alors qu'elles ont activé la petite cloche, ne reçoivent pas mes notifications, ne reçoivent pas mes vidéos et donc ne savent pas ce qui se passe sur la chaîne. Ça, c'est très grave. Deuxième élément encore plus grave, des gens écrivent des commentaires et les commentaires sont supprimés par l'algorithme de YouTube. Je ne comprends pas pourquoi, parce que ce sont même des commentaires qui ne sont pas du tout insultants. Moi-même, mes propres commentaires sont supprimés sur ma propre chaîne. Tu vois, je prends le temps d'écrire un pavé en réponse à quelqu'un, il est supprimé. Ça ne me donne pas envie de vouloir recommencer. Et je sais que beaucoup de personnes ont été découragées face à ça. Je ne peux pas vous expliquer ce qui se passe. J'ai écrit déjà à YouTube plusieurs fois pour signaler ça. J'avais même fait une vidéo il y a quelques temps pour ça et les choses s'étaient améliorées, mais là, ça recommence. Je perds des abonnés, des gens qui étaient abonnés et qui se retrouvent désabonnés de la chaîne. Honnêtement, je ne sais pas ce qui se passe. En tout cas, je vous invite vraiment, les amis, à vous réabonner si vous l'aviez déjà fait, si vous avez été désabonné. Et ceux qui sont abonnés, assurez-vous que vous avez activé toutes les notifications de telle sorte que, et vérifiez souvent ça parce que même s'il vous désabonne et que vous vous réabonnez, au bout d'un moment, il va vous lâcher et il va essayer d'aller ailleurs. Donc, je compte vraiment sur vous pour faire continuer de grandir la chaîne. Partagez massivement les vidéos afin que le travail que l'on fait ici soit davantage vu et qu'il ait davantage d'impact. Donc, aujourd'hui, je veux parler donc bien évidemment de ce gros sujet-là. Alors, on ne peut pas parler d'esclavage, enfin, on ne peut pas parler de la pauvreté en Afrique sans parler de l'esclavage, d'accord? Parce que c'est l'un des gros points historiques qui justifie la pauvreté en Afrique. Malgré le fait que ça a eu lieu il y a très longtemps, les séquelles sont encore là aujourd'hui, comme on va le voir dans les prochaines minutes. Mais avant de parler de l'esclavage, je veux juste te préciser qu'avant l'esclavage, il y avait une vie en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, à l'école, même en Afrique malheureusement, on nous enseigne l'histoire de l'Afrique en commençant avec l'arrivée des Portugais en 1400 sur les côtes africaines. Comme si c'est là que l'histoire de l'Afrique a commencé. Non, l'histoire de l'Afrique a commencé bien avant.
Et avant que les Portugais arrivent, les Africains vivaient. Et figure-toi qu'ils étaient heureux. Alors, qu'est-ce qui se passait avant que les Portugais n'arrivent? Et là-dessus, il faut pouvoir distinguer deux Afriques. L'Afrique du Nord et l'Afrique en dessous du Sahara. Les deux sont séparés par le désert. C'est très important de comprendre ça parce que l'Afrique du Nord va se développer de manière beaucoup plus rapide que l'Afrique subsaharienne. Pourquoi? Parce que l'Afrique du Nord était beaucoup plus en contact avec l'Europe et l'Asie et pouvait donc de manière beaucoup plus facile faire du commerce. Et c'est d'ailleurs là que tu vas te rendre compte qu'il y a eu la tête de proue du développement africain, l'Égypte ancienne, qui était la mère de toutes les sciences. On se rend d'ailleurs compte aujourd'hui de manière évidente que beaucoup de grands philosophes occidentaux et grands mathématiciens occidentaux sont allés piquer des choses ou alors simplement se former en Égypte ancienne, parce que l'Égypte ancienne était le berceau de la science. Les grands scientifiques, les grands mathématiciens, la NASA de l'époque, tu vois, c'était l'Égypte ancienne. Tous les mecs, tous les grands cerveaux allaient se former là-bas. Et donc, bien évidemment, parce qu'ils faisaient du commerce et du trafic avec tout le monde, mais ça contribuait à enrichir grandement l'Égypte ancienne. Mais pas que. Du coup, les royaumes aux alentours en ont bénéficié aussi. Mais il faut quand même préciser tout de suite que l'essor et l'émergence de l'Égypte ancienne n'étaient pas la même qu'ailleurs en dessous du Sahara. Il y avait des empires qui existaient, parce que c'était pas non plus la brousse, la forêt avec des lions partout. Il y avait des empires qui existaient, du type l'empire du Mali, l'empire Songhai. Bref, il y avait pas mal d'empires qui existaient, dont tu es certainement déjà informé. Mais tout le monde ne vivait pas dans les empires. Il y avait des gens qui vivaient dans l'arrière-pays, dans des cases, dans des temples, dans des conditions plutôt rudimentaires. Mais les empires en eux-mêmes étaient des lieux dans lesquels il y avait du développement. Peut-être pas autant qu'en Égypte ancienne, c'est vrai, mais il y avait du développement. Parce que le principal moyen de trafic entre le nord du Sahara et le sud, c'était le Nil, justement. Et il fallait avoir une technologie qui permettait de pouvoir traverser le Nil pour rejoindre le bas pour pouvoir commercer. Donc ça, c'était pas du tout pratique. C'est ce qui faisait qu'à cette époque-là, les échanges entre les deux parties du continent étaient très difficiles. Nous voilà donc qui arrivons donc en 1400 avec l'arrivée des Portugais. Et là, il y a une grosse question qui fait beaucoup parler les historiens. Est-ce que les chefs africains étaient d'accord pour le commerce? Est-ce que les chefs africains étaient d'accord pour vendre leurs frères et sœurs? Alors, c'est une question assez difficile. Moi, je vais te donner mon point de vue là-dessus. Je sais qu'il y a des gens comme Bombasso, comme Omotunde et d'autres qui sont spécialistes et qui ont parlé de ces sujets. D'ailleurs, je les ai tous écoutés là-dessus, et d'autres, parce qu'il ne faut pas juste écouter les mêmes types de personnes, il faut écouter leurs contradicteurs, parce que parfois, tu vas apprendre des choses qui vont te permettre d'équilibrer certaines positions. Et donc, du coup, moi, ma position aujourd'hui est de dire que quand les Portugais sont arrivés sur les côtes pour les toutes premières fois, je pense qu'il y a eu des premiers échanges qui se sont faits de manière un peu naïve avec certains chefs, parce que là aussi, je pense que tous les chefs n'étaient pas d'accord pour pouvoir commercer avec les Portugais. Mais certains chefs, parce qu'il y a toujours des traîtres, tout le monde n'est jamais totalement d'accord. Même dans une famille, tout le monde n'est jamais d'accord de faire une chose. Il y a toujours des gens qui disent non, moi je ne le fais pas. Donc il y avait quelques chefs, je pense, qui ont accepté de donner quelques-uns de leurs esclaves, parce qu'à l'époque, il ne faut pas non plus penser que les Africains vivaient dans la plus grande des quiétudes, comme j'entends souvent certaines personnes dire, qu'il y avait la paix entre tous les royaumes et que les royaumes ne se disputaient jamais rien, il n'y avait pas de guerre. Ça c'est faux. D'accord, ça c'est faux. Là où il y a des êtres humains, il y a des difficultés, il y a des problèmes, on discute les terres, on discute les ressources, voilà. Donc, il y avait forcément des petits conflits entre les belligérants, mais ce n'était pas non plus des conflits, parce que déjà, ils n'étaient pas aussi armés que les autres. Donc, technologiquement, ils avaient des armes qui ne permettaient pas qu'on puisse détruire massivement les gens. Donc, forcément, c'était des armes rudimentaires, mais il y avait quand même des conflits. Donc, je pense que certains chefs traditionnels ont donné quelques-uns de leurs hommes, pas beaucoup, mais ça a donné aux Portugais des idées, qui sont partis et ils sont revenus. Et je pense qu'à force de revenir, ils ont eu des besoins de plus en plus grands. Et là, il y a eu un problème parce qu'ils commençaient à demander de plus en plus de personnes. Et à un moment donné, les chefs ont dit « Niet, on ne peut pas, on ne vous suit pas dans cette aventure. » Et là, les razzias ont commencé. Je ne pense pas que dès la première expédition, les Portugais sont arrivés, ils sont allés faire les razzias. Non. Je pense qu'ils sont arrivés en découverte. Et quand ils se sont rendus compte qu'il y avait une opportunité de faire du business là, ils sont revenus violemment, ils ont commencé à venir avec leurs armes, leurs bateaux et tout ce que tu veux pour venir prendre les gens. Mais je veux préciser qu'il n'y avait pas que les Portugais, parce que ce système-là a duré pendant 400 ans et a fait sortir de l'Afrique plus de 11 millions de personnes. Et pendant ces 400 ans-là, tout le monde s'y est mêlé. La France, l'Angleterre, tu n'as qu'à voir combien de pays parlent français, englobe sur le continent. Les Espagnols sont venus, les Portugais bien évidemment étaient déjà là, les Hollandais, très gros colons, se sont mêlés à l'histoire. L'Église catholique a validé tout ça avec le pape, bien évidemment. Ça, c'était une partie très importante dans ce business-là, parce que l'Europe était très chrétienne à cette époque-là. Donc, il fallait que le pape bénisse cette action-là pour qu'elle puisse avoir lieu, ce qu'il a fait. Et donc, du coup, ils sont arrivés en Afrique et ils ont massacré
Enfin, ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire quoi, pendant pratiquement 400 ans. Alors, il faut savoir que l'esclavage a eu de très grosses conséquences. Déjà, il faut juste imaginer qu'on vienne maintenant dans ta famille et que l'on prenne tous les jeunes, tous les jeunes dans la force de l'âge, entre 14 ans et 40 ans, et on les enlève de ta famille. Qu'est-ce qui va rester? Pas grand-chose. Et c'est ce qui s'est passé avec l'esclavage. C'est-à-dire qu'on a sorti de l'Afrique ses ressources les plus vives, ses ressources les plus fortes, et on a laissé le reste. Donc du coup, en fait, en réalité, l'Afrique ne devait pas survivre. C'est même un miracle que l'Afrique ait pu survivre et quelle est la population qu'elle a aujourd'hui. Parce qu'on parle du fait que l'Afrique a une grosse population, mais où serait-elle aujourd'hui si toutes ces ressources vives étaient restées sur le continent? On serait peut-être encore plus nombreux que c'était déjà le cas aujourd'hui. Donc du coup, parlons un peu donc des conséquences de l'esclavage. L'esclavage, ça a été un système déshumanisant qui a enlevé aux hommes leur dignité et qui a essayé de les blanchir dans leur tête, de telle sorte que des complexes se sont créés. L'esclavage a traumatisé l'homme noir, de telle sorte que l'homme noir est resté avec le complexe d'infériorité par rapport à l'homme blanc et le désir de lui ressembler. Voilà pourquoi est-ce que jusqu'aujourd'hui, pour l'homme noir, des générations après, il y a toujours cette notion de ce qui vient de chez le blanc est meilleur. Il y a des tentatives de blanchiment de la peau. Pour certaines personnes, la volonté de ressembler physiquement aux blanches, parfois avec la rallonge des cheveux, ainsi de suite. Il y a un dénigrement de ce qui est africain, de ce qui est noir. Certaines n'aiment pas leurs cheveux et trouvent que les cheveux crépus, c'est pas joli. Alors, il y a une tendance qui commence à s'inverser là-dessus, au niveau des femmes, et ça, c'est bien. Mais là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut ou pas porter les mèches, parce que je vous vois déjà venir. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis juste que certaines le font parce qu'elles veulent ressembler aux blanches, et ça, c'est dommage. Donc du coup, il y a ce préjudice-là qui est resté. En plus du fait que, bien évidemment, on a pillé le continent de toutes ses ressources les plus précieuses pour enrichir quelqu'un d'autre. Et parfois, des amis occidentaux ne comprennent pas ça. En fait, ils se disent, mais pourquoi est-ce que vous dites que ce sont les Européens qui vous approvissent aujourd'hui alors que l'esclavage a eu lieu il y a 400, en 1600? C'était il y a très longtemps, tout ça, 1500, 1400. Comment est-ce que aujourd'hui vous continuez de dire cela? Ben, en fait, c'est parce qu'ils ne réalisent juste pas l'ampleur de ce qui s'est passé en fait. Tu n'as qu'à t'imaginer, toi, aujourd'hui au stade où tu es là, que tu dois faire une course avec quelqu'un. Vous devez faire une course de relais, vous êtes 10 par exemple. Tu vois la course de relais, je cours et je passe le relais à quelqu'un d'autre qui court, qui passe à quelqu'un d'autre. Et bien imagine donc que pendant que tu fais cette course de relais là, tes adversaires, juste au moment de la course, avant que la course ne commence, on vient et on les roue de coups. On roue de coups les 4-5 premières personnes du relais. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que quand toi tu seras en train de donner ton bâton à la 6e personne, la plus rapide des personnes adversaires sera en train de donner uniquement son premier relais. Et c'est ce qui s'est passé en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit le monde et on se dit, mais pourquoi est-ce qu'eux, ils ne sont pas au même stade que nous? Pourquoi est-ce qu'eux, ils sont autant en arrière? Eh bien, c'est parce que ton grand-père, en fait, ton arrière-grand-père, tes ancêtres ont volé, ont triché et ont tué en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as cet avantage-là que tu entretiens, que tu maintiens. Mais sache qu'il a été fondé, il est basé sur du vol, de la tricherie et de la tromperie, du viol et de tout ce que tu veux des meurtres. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu as cet avantage-là. C'est réel, c'est factuel, c'est historique. Il y a eu donc l'esclavage, duquel on peut encore dire beaucoup de choses. Mais on va pas, c'est pas une vidéo dédiée à l'esclavage qui a appauvri l'Afrique. Ensuite, il y a eu la colonisation. À Berlin, bien évidemment, les champions du monde, qui voyaient qu'ils étaient en train de se battre en Afrique les uns avec les autres, ont décidé de se réunir pour se départager l'Afrique. À table, il y avait les Américains, les Russes et les Chinois. Mais au moment de ce partage-là, bien évidemment, on a décidé de partager l'Afrique sans les Africains et donc les Français ont pris des parts, les Anglais ont pris des parts, chacun de ces repartis une partie du continent. Deuxième pilier énorme d'appauvrissement de l'Afrique, la colonisation. Phase pendant laquelle on était supposé apporter la culture aux Africains, leur apprendre à vivre en fait en réalité. Ça a été une époque pendant laquelle l'Occident s'est encore enrichi en pillant cette fois-ci de manière officielle les richesses africaines au travers de ces mécanismes-là. Donc il y avait bien évidemment en Afrique plein de blancs qui étaient là pour administrer les pays, qui étaient là pour diriger les pays, aider les Noirs à devenir indépendants. C'était bien évidemment une pirouette pour pouvoir voler et extorquer le maximum de choses aux Noirs. Et puis, au fil des années, au contact du blanc, les Noirs ont commencé à être instruits, malgré le fait qu'une grande partie d'entre eux avaient été arrachés du continent. Ils se sont rendus compte que, mais en fait, qu'est-ce que ces gars nous racontent? Il faut qu'on arrête ce système-là. Nous réclamons nos indépendances. Et donc, dans les années 60, 40, 50,
il y a eu beaucoup de leaders africains indépendantistes qui voulaient que les Européens quittent leur continent pour leur permettre de pouvoir s'autonomiser et vivre simplement en paix, en liberté comme tout le monde. Ce qui n'a pas été perçu d'un bon œil par les Occidentaux. Et il y a eu par exemple dans les pays occidentaux des gens très stratèges, type Foccart, je vais dire Alain Foccart, non pas lui, type Foccart, Jacques Foccart je pense, et le général de Gaulle, le général criminel, hein, qui ont mis en œuvre des stratagèmes pour pouvoir maintenir les Africains dans la pauvreté la plus absolue. Alors, ils se sont dit, on va créer un système qui va faire qu'on va partir officiellement, mais on va laisser des gens sur place qui vont nous remplacer pour faire la même chose qu'on faisait. C'est ce que Frantz Fanon a dit, ils ont remplacé le blanc par le noir pour que le noir travaille au service du blanc. Et c'est ce qui s'est passé en fait au moment des indépendances africaines. Beaucoup de leaders indépendantistes se sont battus pour que leurs États puissent être libres, type Rouben Oumiobe, et ils ont été assassinés avec de près ou de loin la complicité de la France ou alors de l'ancienne puissance coloniale, parce que c'était parfois la Belgique. Des leaders qui sont sortis de là, type Patrice Emery Lumumba, pour pouvoir donner un son de cloche différent, eux aussi ont été purement et simplement et lâchement même assassinés. Par leurs propres frères, c'est vrai, mais commandités bien évidemment par les puissances occidentales. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Ces nations africaines donc, qui étaient en train de vouloir émerger et prendre elles-mêmes le contrôle de leur propre histoire et de leur propre destin se retrouvent une fois de plus pénalisées par ces personnes-là qui, malheureusement, viennent voler, pillent et tuent sur le continent africain. Donc, face à cette situation des plus désastreuses, il va donc naître en Afrique des supposés États, mais qui ont à leur tête des pions qui ont été mis par l'indépendance. Parce qu'il faut que tu saches là aussi qu'au moment des indépendances, il y avait des groupes d'Africains qui disaient non, nous ne voulons pas l'indépendance, nous voulons rester sous la protection du colon parce qu'elle va nous permettre de pouvoir vivre en paix et de pouvoir mieux nous développer. C'était un courant. Comme il y avait un autre courant qui disait indépendance tout de suite et out le colonisateur. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que bien évidemment, les colonisateurs ont éliminé le groupe qui était le plus radical, entre guillemets, et ont mis au pouvoir les groupes les plus liked, pour que ces groupes-là permettent donc aux colons de pouvoir maintenir leur domination sur ces pays-là. Voilà comment est-ce qu'on a mis beaucoup de leaders africains qui parfois sont même encore au pouvoir aujourd'hui. C'est facile de vérifier l'histoire de ton pays pour voir si le leader qui est là aujourd'hui était pour ou contre la colonisation. Mais à partir du moment où on te met déjà quelqu'un à la tête de ton pays qui n'était pas pour l'indépendance, forcément tu comprends qu'il ne travaillera pas pour le développement du pays. Il ne faut pas espérer de miracle là-dessus. Donc deuxième gros élément, donc il y a eu la colonisation pendant laquelle l'Occident a sorti de l'Afrique pêle-mêle de richesses, le pétrole, le gaz, avec la raison officielle de ce qu'ils étaient là pour pouvoir protéger les Africains. Et puis maintenant, on arrive donc à la troisième phase, le néocolonialisme, qui est la phase dans laquelle nous vivons aujourd'hui, au cours de laquelle, eh bien, ce système-là existe toujours, mais il est un peu plus subtil. On n'est plus à l'époque là où il y a des armes qui sont braquées sur les têtes des présidents, mais on a mis sur pied des systèmes et des mécanismes qui font que l'Afrique doit rester pauvre. Parce que si elle émerge, des continents comme l'Europe vont beaucoup en pâtir. Parce que pour que l'Europe puisse avoir ce rythme et ce train de vie, elle a besoin de pouvoir prendre ses ressources moins chères ailleurs. Un pays comme la France aujourd'hui, par exemple, reçoit son énergie à plus de 70% de par l'uranium. C'est de l'énergie nucléaire. Plus de 70% de l'énergie en France. Et on sait bien qu'il n'y a pas une trace d'uranium en France. Pendant de longues années, Areva s'est enrichi sur le dos du Niger en prenant son uranium là-bas. Et ça continue d'ailleurs, Areva continue de prendre de l'uranium au Niger. Hein, et c'est un gros sujet de scandale. Et donc, qu'est-ce que les pays colonisateurs ont fait en partant? Donc, ils ont mis des pions au pouvoir pour pouvoir leur permettre de maintenir les systèmes qu'ils veulent maintenir dans ces pays-là. Et ensuite, ils ont signé des accords avec des entreprises, des multinationales, de telle sorte que ces multinationales-là continuent de s'enrichir sur le dos des États africains. On est aussi dans un système dans lequel des banques sont plus puissantes que des États en Afrique. Des organisations type le FMI, la Banque mondiale sont plus puissantes que des États africains et bien évidemment dictent leurs lois à ces États-là. Par exemple, pour pouvoir redresser les États, qu'est-ce que le FMI fait souvent? Il dit aux États, vous devez privatiser parce que l'État ne doit pas gérer telle chose. L'État ne doit pas gérer l'électricité, ne doit pas gérer l'eau. Privatisez ça. Mais à qui on privatise? À de grands groupes internationaux qui viennent bien évidemment et entretiennent
la paupérisation, le vol, le pillage de ces nations-là. Parce que quand ces multinationales viennent, qu'est-ce qui se passe? Elles ne paient pas d'impôts. Je ne sais pas si tu le sais, mais aujourd'hui, par exemple, il a été démontré que toutes les aides que l'Afrique reçoit par l'Alliance française de développement, toutes les aides internationales que l'on reçoit, sont un tiers moins nombreuses que tout l'argent qui est volé de l'Afrique. C'est-à-dire que voilà des gens qui envoient des aides en Afrique, mais qui sortent avec 3 fois plus d'argent de l'Afrique, sans payer d'impôts. Rien que le fait qu'ils ne paient pas d'impôts est un très gros préjudice. Ils ne paient pas d'impôts et ils sortent de l'Afrique avec beaucoup de matières, beaucoup de richesses qu'ils achètent en plus à des prix beaucoup trop bas. Donc tu vois, il y a ce système-là qui est mis en place et qui est un système qui maintient l'Afrique pauvre aujourd'hui. Il y a bien évidemment le fait qu'on a des marionnettes dans beaucoup d'États africains qui ne travaillent pas pour le compte de leur pays, mais qui travaillent pour le compte de ceux qui les ont placés là, c'est-à-dire les anciennes puissances occidentales. Prenons le cas par exemple de Blaise Compaoré, qu'on soupçonne d'avoir froidement abattu son meilleur ami de l'époque, Thomas Sankara, pour prendre le pouvoir. Compaoré a travaillé pendant une trentaine d'années au pouvoir, a pillé le Burkina Faso. Sa politique était catastrophique, les chiffres le démontrent. Et au moment où il a été débusqué par le peuple pour être sorti, qu'est-ce qui s'est passé? Il a trouvé refuge chez son copain Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, je suis en Côte d'Ivoire en ce moment. Donc, les amis ivoiriens qui veulent se former au business, rendez-vous demain, samedi 23 novembre à l'hôtel Azala. Et si vous n'avez pas encore pris vos places, je crois qu'il reste 2 ou 3 places, faites-le très rapidement. Parce que demain, ça va être vraiment intensif et je vais vous partager les méthodes et les outils que je mets en place pour pouvoir bâtir des business pérennes. Donc, rendez-vous demain à l'hôtel Azala. Et si vous n'avez pas le temps de... Si vous avez de la famille au pays, prenez des places pour eux. C'est un très bon moyen d'investir en eux. Donc, on se retrouve avec un Blaise Compaoré qui est protégé par la France et ensuite qui est protégé par la Côte d'Ivoire au travers d'Alassane Ouattara qui lui a donné de pouvoir arriver en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il est réclamé par son pays, mais il n'est pas livré par un propre pays africain. C'est-à-dire un pays africain protège quelqu'un qui a fait des choses cabreuses de l'autre côté de la frontière. Donc, voilà un peu là où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui sont mis au pouvoir et les populations savent bien que ces personnes-là ne travaillent pas du tout pour le bien-être de leur population, mais ces personnes-là sont mises au pouvoir et elles continuent leurs œuvres grâce aux multinationales qui viennent donc apportent quelques jobs parce qu'on est bien content de bosser dans des multinationales, mais on ne réalise juste pas à quel point ces multinationales causent du préjudice et du tort aux États africains. Donc voilà un peu brossé de manière un peu rapide, d'accord, les 3 grosses phases. Donc l'esclavage, la colonisation et de manière moderne donc il y a le néocolonialisme mais qui s'explique un peu par d'autres aspects. On constate par exemple qu'aujourd'hui il y a beaucoup de terrorisme et de guerres civiles en Afrique, beaucoup trop, et ça contribue à maintenir la pauvreté parce que là où il y a la guerre on n'a pas le temps de penser au développement, on est d'accord? Un enfant qui vit dans un pays en guerre est un enfant qui cherche comment il doit manger, il ne pense pas à comment résoudre des équations mathématiques difficiles. Or, tant qu'on ne résout pas les problèmes de la guerre et du terrorisme, c'est très chaud. D'où vient le terrorisme en Afrique? Bien évidemment, là aussi, on peut se poser beaucoup de questions. On sait juste que pour supposément chasser Kadhafi du pouvoir, Kadhafi d'ailleurs que les Occidentaux appréciaient beaucoup quand ils achetaient leurs armes, est devenu un grand terroriste quand il a décidé de ne plus le faire. Pour pouvoir chasser les terroristes, pour pouvoir chasser Kadhafi du pouvoir, la France, parce que c'est d'elle dont il est question, a armé bien évidemment les rebelles et a envoyé beaucoup d'armes dans cette région-là. Le problème c'est qu'une fois qu'ils ont atteint leur objectif en chassant Kadhafi, que sont devenues les armes? Elles n'ont pas été renvoyées en France. Elles ont pivoté, sont descendues au Mali, sont descendues au Nigeria, sont descendues dans plusieurs fiefs en Afrique et ces armes-là aujourd'hui alimentent bien évidemment ce trafic-là. Mais il n'y a pas que ça. Comment est-ce que ces groupes font pour continuer de vivre aujourd'hui alors qu'ils sont supposés être enclavés? Comment ils font pour se nourrir? Comment ils font pour pouvoir avoir de l'argent? Il y a plein de systèmes comme ça qui sont mis en jeu dans lesquels on peut se poser la question de comment est-ce que ces guerres-là continuent à faire pour pouvoir subsister. On a des guerres civiles qui sont parfois créées de toutes pièces et on a le tribalisme qui a été lui-même exacerbé par la colonisation qui fait que les gens dans le même pays estiment que parce qu'ils sont d'une certaine ethnie, aiment mieux le pays, représentent mieux le pays, et donc que les autres gens qui sont de telle autre ethnie n'aiment pas assez le pays, doivent être combattus, doivent être même détruits s'il le faut parfois. Donc voilà un peu les aberrations que tu trouves aujourd'hui sur le continent africain. Les gens qui te disent, oui, mais lui, il est de telle ethnie, ce n'est pas un bon ceci, lui, il est de telle autre ethnie. Et dans tous les pays d'ailleurs africains, tu vas te rendre compte que généralement, les ethnies qui économiquement s'en sortent bien sont victimes parfois de tribalisme. On leur reproche le fait d'appartenir à cette ethnie-là, comme si c'était le problème de l'appauvrissement du pays.
Bref, donc tu as donc cette situation ambiante-là qui règne, hein, avec tout ce qui est guerre civile, avec tout ce qui est terrorisme. Ensuite, tu as la corruption. La corruption qui est profondément là dans nos États. Et la corruption en Afrique, je l'ai dit hier dans la vidéo d'hier, elle existe partout, mais chez nous, elle est quand même spéciale parce qu'elle est à tous les niveaux. Il y a la corruption des élites, bien évidemment, qui vendent les matières premières de leur pays à bas prix, qui laissent les multinationales partir sans payer d'impôts. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont là. Et ensuite, tu as, bien évidemment, la corruption gangrénée. Parce que pour pouvoir continuer de voler, il faut laisser la corruption se généraliser. Donc, du coup, la police est corrompue, les ministères sont corrompus, l'administration est corrompue. Tout le monde est corrompu. Pour avoir une place à l'université, tu dois corrompre. Pour que ton enfant passe d'une classe à une autre, tu dois corrompre. Et donc, du coup, on a ce système-là qui n'encourage plus la méritocratie, mais qui est plutôt là pour la stupiditocratie, concept que je viens de créer, et qui permet, bien évidemment, aux plus nuls de pouvoir prospérer parce que le système est un système complètement pourri et corrompu. Donc tu as bien évidemment la corruption qui est là. Il suffit que tu aies un petit biais, je le vois même ici à Abidjan, hein, malheureusement. Tu es dans un taxi, la police te siffle, tu donnes 1000 francs ou 2000 francs, on te libère. Et tu continues, peu importe ce que tu as dans ta voiture, on te libère parce que tu as donné 1000 francs ou 2000 francs. D'ailleurs, parfois il te siffle juste parce qu'il veut que tu puisses mettre l'argent dans la poche pour pouvoir payer. Mais ça c'est valable ici, c'est valable au Sénégal, c'est valable au Cameroun, c'est valable dans beaucoup d'autres pays, hein, à des niveaux différents. Je veux le dire, c'est pas le même niveau partout, mais les réalités de la corruption sont quand même là à des niveaux différents. Ensuite, tu as le gap de l'éducation. Justement, nos États n'investissent pas assez dans l'éducation de qualité pour pouvoir permettre à ces pays-là de pouvoir générer des leaders qui vont pouvoir prendre en charge leurs États et amener ceux-ci vers un état d'émergence beaucoup plus grand. Ça, c'est pas fait. Aujourd'hui, l'argent n'est pas du tout investi là-dedans. Et quand il y a une éducation, elle est de piètre qualité. Voilà pourquoi il faut que vous vous formiez. Il faut que les Africains se forment et que les gens qui sont, par exemple, dans la diaspora, qui ont un peu d'argent, investissent dans l'éducation et dans la formation. Il faut que l'on crée des écoles d'élite dans lesquelles on forme les Africains aux enjeux de notre époque. C'est l'une des solutions. Parce que, en fait, c'est un cycle. On a constaté que là où il n'y a pas l'éducation, il y a la pauvreté. Donc sans éducation, et c'est pour ça d'ailleurs que vous allez vous rendre compte que les personnes africaines, quand elles ont un peu de moyens, sortent de l'Afrique pour aller se former ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas sur place une très bonne formation. Il faut que l'on investisse dans de très bonnes académies. N'allez pas me prendre l'African Leadership ou une autre école en disant mais il y a tel, c'est très insuffisant. On parle du continent quand même, ici à l'horizon 2100 qui sera le plus peuplé de la planète, avec l'Asie. Donc il faut que l'on ait suffisamment de population bien formée. Sinon, cette population-là va devenir une bombe à retardement. Parce que pour qu'il y ait développement, il faut deux choses. Il faut qu'il y ait une population, mais il faut qu'il y ait une population qui a de l'argent. Clairement. Et ça, je vais aborder ça dans une autre vidéo aussi. Mais clairement, on a besoin que la population africaine soit instruite et davantage au fait de ce qui se passe sur le continent. Donc, il y a bien évidemment les problèmes de santé. Les santé rudimentaires, de telle sorte qu'à chaque fois qu'il y a un moindre problème, nos leaders sortent du pays pour aller faire des évacuations sanitaires qui coûtent des millions aux États africains parce qu'eux-mêmes n'ont pas mis dans leur propre pays des systèmes sanitaires viables dans lesquels ils peuvent se soigner. Tout le monde, dès qu'un ministre, un délégué, tout ce que tu veux, même les copines des ministres ont un petit bobo au doigt, évacuation sanitaire aux frais de l'État. Parce qu'ils ne veulent pas construire des hôpitaux dignes de ce nom dans leur propre pays. Parce que je précise qu'un hôpital digne de ce nom, ce n'est pas un hôpital qui est neuf flambant neuf avec un grand bâtiment, non. C'est le plateau technique qu'il y a dedans et qu'est-ce qu'on peut prendre en charge là-dedans, à quel niveau, ainsi de suite. C'est ça qui fait la valeur d'un hôpital. Ce n'est pas juste le grand bâtiment, parce que là aussi on sait très bien tromper les Africains en construisant des édifices, mais qui sont vides à l'intérieur. Donc du coup, il y a tous ces problèmes-là qui sont là. Et puis il y a aussi certains pays africains qui ont le désavantage géographique, c'est-à-dire qu'ils sont enclavés. Ils n'ont pas de moyens de pouvoir communiquer avec l'extérieur et ils sont dépendants d'autres pays qui leur font parfois du chantage. Donc tu as des pays qui sont totalement à l'intérieur du continent et ne peuvent pas communiquer avec l'extérieur. Ils n'ont pas de fleuve, ils n'ont rien qui les relie à l'extérieur. Donc voilà un peu quelques-unes des raisons qui font qu'aujourd'hui l'Afrique là où elle est placée. Je veux que tu me dises toi ce que tu en penses dans les commentaires de cette analyse que je t'ai faite de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Mais je te dis ça aussi pour te dire que ce n'est pas une fatalité. Il est possible que les choses changent et les choses ont déjà commencé à changer. Je n'ai pas fait la vidéo d'hier pour minimiser l'état de pauvreté qu'il y a en Afrique ou pour le comparer à ce qui se passe en Occident. C'était juste pour montrer la mauvaise foi des médias occidentaux qui passent leur temps à pointer les choses négatives en Afrique afin de perpétuer dans l'imaginaire des gens qu'en Afrique il n'y a rien de bon. Or, beaucoup d'Européens vont en Asie en tourisme. Il y a bien des pays en Asie que l'Afrique n'a pas à envier du tout. Et donc, du coup, l'idée pour moi aujourd'hui, c'était de pouvoir rétablir un peu cet élément-là. Oui, bien sûr qu'il y a de la pauvreté en Afrique, elle est même très grande,
Mais parlons aussi des initiatives qui commencent à laisser penser qu'il y a un espoir. Et moi, je suis participant de ce que c'est à nous de faire que les choses changent. Il ne faut pas attendre que les Blancs partent. Il ne faut pas attendre que les présidents actuels partent. Il faut voir ce que l'on peut faire déjà en l'état actuel. Et en l'état actuel, on peut créer des business. On peut créer des petits business, d'accord, à un certain niveau. Quand tu deviendras trop grand, trop influent, tu vas commencer à gêner effectivement les États. Mais tu n'en es pas encore là. Crée des petits business, apporte des solutions, apporte de la technologie à ton niveau, forme des gens, crée des écoles, crée des commerces, crée des élevages, crée des fermes, crée de l'alimentation, de l'alimentaire. Et avec ça déjà, tu seras en train de contribuer de manière très pratique à ce que les choses changent en Afrique. Parce que malheureusement, beaucoup d'entre nous parlent beaucoup, mais agissent très peu. Et ça, bien évidemment, ça n'aide pas le continent. On sait déjà que les choses vont mal. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait donc, sachant que les choses vont mal, pour faire avancer la situation. Donc voilà un peu ce que j'avais à te dire. C'était un sujet suffisamment important pour que je prenne le temps d'expliquer un peu les notions. Je ne suis pas allé en profondeur dans tout ça parce que je dis bien l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme et même la santé, les évacuations sanitaires. Tout ça mériterait une vidéo à elle toute seule qui pourrait prendre 1 heure. Ce sont des sujets très longs, très structurants dans lesquels il y a beaucoup de choses à dire. Mais je voulais quand même que tu aies en perspective tous ces éléments-là pour que quand on te parle du développement de l'Afrique, que tu n'aies pas juste une vision. J'ai failli oublier de te proposer un élément de solution. Pour qu'on se développe, donc, il faut 2 choses. Il faut que, au niveau du brainwash, nos cerveaux qui ont été lavés, qu'on les relave à la mode africaine. C'est-à-dire que l'on fasse que les Africains soient fiers d'eux-mêmes, fiers de qui ils sont, fiers de leurs origines, fiers de leur couleur de peau, fiers de leur spécificité. Il faut qu'il y ait une éducation africaine, à la culture africaine, pour que les Africains se réapproprient leur histoire, se réapproprient les choses et se disent, ok, voilà ce qui s'est passé dans notre histoire, c'était une partie de notre histoire, mais ce n'est pas tout. Nous avons encore la possibilité de créer notre futur. Donc, il faut qu'il y ait cette partie éducative en Afrique pour pouvoir permettre aux Africains de se prendre en charge. C'est la première partie, c'est super important. Et puis, le deuxième volet, donc justement, c'est un peu ce que j'avais commencé à te dire tout à l'heure, il faudrait que l'on puisse investir dans les business. Parce que les petits changements que tu peux déjà commencer à voir en Afrique aujourd'hui ont lieu à cause des business. Les petits changements que tu peux voir en Afrique aujourd'hui ont lieu parce que des entrepreneurs ont mis la main à la pâte pour pouvoir faire que les choses changent. Donc, toi aussi à ton niveau, il faut que tu puisses agir en t'investissant dans les business. Si tu n'as pas les moyens de pouvoir toi-même être entrepreneur parce que tu es déjà dans quelque chose d'autre, alors sois investisseur. Investis auprès d'autres personnes qui font déjà des business. Mais je l'ai expliqué et je forme des gens à ça. Avec 2000 €, tu peux déjà lancer un élevage de poulets en Afrique. J'ai plein de formations dans lesquelles je forme les gens pour leur montrer comment, avec de petits moyens, on peut commencer à faire des choses. Je viens par exemple, comme c'est le cas aujourd'hui, en Afrique. J'étais il y a 1 semaine à Dakar. Là, je suis à Abidjan. L'année prochaine, je vais recommencer les tours au Cameroun, au Bénin, au Togo, dans plein de pays pour venir former les gens. Donc, abonne-toi à cette chaîne si tu veux être formé parce que je donne déjà de la formation gratuitement dans mes vidéos. Mes invités qui sont des entrepreneurs à succès partagent gratuitement leurs expertises et leurs connaissances. Et puis, je viens en présentiel pour former les gens et je crée des formations. Donc, il y a de quoi se former. On ne peut plus dire qu'on a une époque où il n'y a plus rien. Il y a de quoi se former. Il faut investir dans la formation. Parce que c'est comme ça que les autres ont fait pour pouvoir s'améliorer. Et se réapproprier notre propre histoire. Le potentiel est là. Et quelqu'un l'a dit dans les commentaires, l'Afrique est comme une femme qui est assise sur une chaise en or et qui tend la main pour avoir des pièces. Nous sommes assis sur une chaise en or. Nous avons énormément de potentiel chez nous et malheureusement, nous délaissons ça au profit d'autres choses. Et moi, je suis là pour te dire justement, il faut que ça cesse. Il faut que les Africains se réapproprient leur histoire, se réapproprient leur leadership, se réapproprient leurs valeurs et ça passe par l'éducation et le business. C'est tout. Éducation, business. Éducation, business. Et les choses vont changer. Et ça, si on est nombreux à le faire, on va pouvoir reprendre le leadership économique de nos pays. Parce qu'en fait, tu vas te rendre compte que les pays qui sont pauvres aujourd'hui et qui sont facilement manipulés, ce sont des pays dans lesquels il n'y a pas assez d'hommes d'affaires puissants. Le cas du Nigeria, par exemple, est le cas qui le démontre bien. Les Nigériens aujourd'hui sont assez autonomes dans la gestion de leur pays parce que ce sont des Nigérians qui pilotent l'économie du pays. On a besoin d'avoir davantage d'Aliko Dangote et arrêter de se pavaner partout quand on parle des riches. Je dis Aliko Dangote, Aliko Dangote. Mais Aliko Dangote, il n'y en a qu'un seul. Pourquoi on n'en a pas 100? Pourquoi il n'y en a pas 1000? Pourquoi on ne crée pas un nouvel Aliko Dangote tous les ans? Ça, c'est ce vers quoi on doit aller. Et on doit commencer à faire ça déjà avec des petits business qui vont devenir ensuite des champions nationaux. En 2020, on va aller très, très, très loin. Je prépare énormément de choses pour pouvoir permettre que l'on franchisse un cap et que l'on cesse d'être juste des gens qui bavardent, mais des gens qui passent à l'action.
On est en train de travailler pour voir comment créer une structure qui va permettre de pouvoir financer des projets de manière très concrète. On prend de l'argent, on met ensemble un pot commun, on finance des projets, ainsi de suite, ainsi de suite. Bref, je ne t'en dis pas plus, mais en 2020, là, ça va aller très, très, très vite. Donc, reste abonné pour ne rien manquer et participer toi-même à toutes ces initiatives qu'on va créer sur Investir au pays. Nous sommes leaders aujourd'hui sur les chaînes en termes de business en Afrique et on veut le rester et aller beaucoup plus loin. Moi, mon objectif, c'est pas juste d'être leader sur l'Afrique. Je veux que l'on devienne la première chaîne de business au monde. Et pour ça, il faut qu'on travaille, il faut que tu y participes. Clairement, en likant, partageant, commentant les vidéos, il faut que l'on démontre au monde entier que l'Afrique est tout aussi capable que les autres de pouvoir exceller. Et ça, bien évidemment, ça passe par toi, ça passe par moi. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Dans les commentaires, je t'attends. Ça va être chaud, je m'en doute bien. Restons courtois, il n'y a pas de problème. Partageons, vérifions qu'on est abonné. Si on ne l'est pas encore, assurons-nous que les autres le sont. Si on est abonné, assurons-nous que les gens à qui on partage les vidéos s'abonnent, qu'ils activent les notifications et que l'on fasse grandir la chaîne tous ensemble. C'est comme ça qu'on fonctionne quand on est unis. En plus, c'est gratuit. D'accord? C'est un premier test pour pouvoir avancer ensemble. Allez, à demain les amis. Prochaine vidéo demain matin.